Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. J'en ai pas spécialement l'air quand on me regarde comme ça, mais il faut savoir qu'à une époque pas si lointaine de ma vie, j'étais un gros lecteur et je lisais absolument tout. Les magazines gratos que vous trouvez en ville, les magazines gratos que vous trouvez en ville, les mangas, les comics, les romans. J'en ai sifflé pas mal, seulement un jour j'ai fini par tomber esclave de ce truc et c'en était quasiment terminé pour moi de la lecture. Et c'est une vraie tragédie car la lecture c'est parfait pour développer son mindset, pour développer une certaine forme d'esprit critique, pour être meilleur en orthographe, pour avoir une meilleure culture G. Bref, la lecture c'est pas seulement utile, c'est indispensable. Et c'est justement parce que je pensais à ça que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, un petit top 10 spécial romans qui ont inspiré un film, mais qui sont meilleurs que les films en question. Car si on creuse un peu au niveau du cinéma et des séries, on s'aperçoit que des adaptations de mangas, de comics, de romans, c'est presque la norme. James Bond, adapté d'un roman, Seigneur des Anneaux, adapté d'un roman, Harry Potter, adapté d'un roman, Game of Thrones, adapté d'un roman, The Walking Dead, adapté d'un comics, Vivre, Mourir, Recommencer, adapté d'un manga que je possède d'ailleurs, All You Need Is Kill, j'adore ce titre, All You Need Is Kill, ça sonne super bien, référence à la chanson, la super chanson des Beatles, All You Need Is Love. Même si moi j'avoue ne pas être un gros fan de manga, j'ai kiffé. Et encore, là je parle de gros films, il existe également d'autres films qui ont été adaptés de simples nouvelles, de romans à succès ou de romans méconnus. Enfin bref, le cinéma et les séries ça fourmille d'adaptations de romans, et je voulais vous en parler. Donc c'est parti pour ce top 10 spécial roman que j'ai considéré meilleur que leur adaptation au cinéma. En numéro 10, on va commencer avec quelque chose de très sérieux, c'est le roman À l'Ouest, rien de nouveau. Le roman a eu droit à 3 adaptations, une en noir et blanc au début des années 30, un des premiers films parlants d'ailleurs, film très violent pour l'époque, très immersif, très réaliste. J'avoue que même pour aujourd'hui, j'estime que c'est un film qui a pas tant vieilli que ça, du moins pour les cinéphiles qui ont l'habitude du cinéma, pour les plus jeunes ça risque d'être compliqué. On a eu également une adaptation dans les années 70 qui était pas si mal, et dernièrement on a eu une super adaptation en 2022 sur Netflix qui pour moi est juste géniale. Alors l'adaptation n'est pas en soi ultra incroyable, ultra fidèle, mais au niveau de l'esthétisme et au niveau des scènes d'immersion, des scènes de combat, c'est juste un cauchemar tellement le réalisme a été super bien retranscrit et ça me dérange de dire réalisme parce que j'y étais pas à l'époque heureusement, mais en tout cas je connais peu de films de guerre à m'avoir procuré un effet de malaise aussi palpable. Je n'oublierai jamais la scène d'intro où on voit ce gamin, ce jeune allemand courir hors de la tranchée pour attaquer un soldat français avec une pelle, ça m'a juste terrorisé cet instant. À chaque fois que je revois cette scène, j'ai un frisson qui me parcourt le long de la colonne vertébrale et j'ai toujours un sursaut et je ferme les yeux quand je vois ce gamin de même pas 20 ans qui fonce vers ce gars pour lui enfoncer sa pelle dans la clavicule. En bref, ce film est important à montrer aux jeunes pour quelque part les dégoûter de la guerre, les dégoûter du conflit, leur faire comprendre que l'armée, la guerre, c'est pas un truc rigolo, c'est pas Call of Duty. Et ce qui était bien dans la nouvelle version, le côté industriel de la chose, à savoir au début on voit les soldats mourir au front, et juste après on voit des soldats récupérer les corps, retirer les vêtements, les envoyer à l'arrière pour qu'ils soient nettoyés, pour qu'ils soient rapiécés, pour qu'ils soient redonnés à d'autres soldats. Bref, c'est juste terrifiant. Il y a plein de choses à dire de positif sur le film, même si j'estime qu'il y a des longueurs dont on pourrait se passer. Cependant, le bouquin en lui-même se suffit presque à lui-même. C'est un roman qui est dur, qui est très immersif, qui est, très réaliste parce qu'on se met dedans. Parce qu'il faut savoir que le bouquin a été écrit justement par un gars qui y était au front, il raconte ce qu'il a vu dans toute son horreur. Et c'est un des rares bouquins de l'époque à avoir autant marqué, marqué les esprits. Je sais qu'il y en a certains qui sont sortis en France, des bouquins écrits par des poilus, mais jusqu'à aujourd'hui, À l'Ouest, rien de nouveau, c'est celui qui a le plus marqué, celui qui a le plus influencé la culture historique, la culture cinéma, parce que il est tellement immersif, tellement brutal, tellement violent, tellement absurde par certains aspects, parce qu'il montre bien, ce roman montre bien l'absurdité de la guerre, à quel point c'est pas juste un conflit armé, c'est avant tout un travail, un métier, avec une réalité professionnelle et puis une réalité humaine surtout, une réalité qui concasse, bousille tous les jeunes qui y vont, les jeunes qui y vont en mode déter, plein d'idéaux patriotiques, et puis finalement ils se retrouvent sur le front et ils découvrent la mort, la souffrance, la violence, l'innommable. La plupart d'entre eux meurent, finissent blessés, traumatisés au minimum, et c'est juste atroce. Ce bouquin montre bien justement qu'on ne revient jamais indemne de la guerre. J'en dis pas plus, je vous recommande ce bouquin. Il y a plein de passages vraiment traumatisants, vraiment durs, vraiment lourds, faut se mettre dans le truc. Et même si les adaptations, surtout la récente, et j'estime très réaliste, très réussie, malgré ses quelques longueurs, le bouquin mérite largement le coup d'œil. En numéro 9, une adaptation que je trouve bien meilleure en roman,
par rapport au film, et là je vais déranger, c'est pour ça que je préfère le dire dès le début, c'est Le Seigneur des Anneaux. J'ai préféré le bouquin, Le Seigneur des Anneaux, au film. Et attention, j'aime le film, je n'adore pas parce que j'ai jamais été réceptif à l'heroic fantasy, aux trucs qui se déroulent pendant le Moyen-Âge, tout ça, tous les trucs avec les chevaliers, les orques, ça me parle pas. Moi, les seules périodes de l'histoire qui me parlent un petit peu, c'est la Grèce antique, l'Antiquité, ces trucs-là. Enfin, je sais bien que l'heroic fantasy, ça n'a pas existé, c'est fictif, mais ça se rapproche quand même de notre Moyen-Âge européen, notre imaginaire local avec les châteaux forts, les chevaux, les archers, tous ces trucs-là. Moi, personnellement, ça me parle pas du tout. Et je me suis lancé dans la lecture du bouquin. J'ai dû commencer le premier tome vers 2009, puis j'ai lâché l'affaire au bout d'une trentaine de pages. J'ai repris à la sortie justement de la série Le Seigneur des Anneaux, histoire de me remettre à jour, histoire d'être à fond dedans, histoire de quand même, mine de rien, me mettre au parfum de ce qui était quand même un des monuments de notre littérature de l'heroic fantasy moderne, Tolkien qui invente des nouvelles langues, des trucs comme ça, enfin des langues fictives. C'était juste délirant ce qu'il avait fait, et même si j'ai énormément de respect pour la trilogie de Peter Jackson, beaucoup moins pour le Hobbit, hein, qui pour moi était vraiment en limite de trop, quoi. Je rappelle que le Hobbit, c'est un petit bouquin pour enfants, et il a réussi à transposer ça en une trilogie où chaque film dure presque 3 heures. Des films vraiment très moyen. Bon, bah, Le Seigneur des Anneaux, c'est quand même autre chose, c'est un autre niveau, et même si je respecte les films, même si ça me parle pas, et ben j'avoue encore plus kiffer le bouquin, qui pour moi est différent. C'est une expérience, c'est un véritable voyage, et il n'y a pas cette dimension épique comme dans le film, hein, on va pas se mentir. Les scènes de bataille ont été raccourcies, ce qui marque davantage dans Le Seigneur des Anneaux, c'est presque le contexte un petit peu géopolitique, des embrouilles entre les elfes, les orques, les machins, les humains. Enfin, c'est super intéressant, je me suis laissé porter par le truc, et encore une fois, je le dis, je suis pas un fan de cet univers, et pourtant, bah là, je dois avouer, j'ai... En numéro 8, Frankenstein de Mary Shelley. Désolé les refs, je me suis planté au niveau de l'enregistrement. Pour ce numéro 8, vous entendrez juste ma voix avec quelques images. Alors pour moi, le cas Frankenstein, c'est un peu particulier parce que j'adore le thème, j'adore l'idée d'un scientifique qui regroupe des morceaux de corps humain pour créer une sorte de d'homme moderne, d'homme augmenté. C'est les prémices du transhumanisme. Il y a un côté, je trouve, fantastique là-dedans. Il y a un côté prométhéen. D'ailleurs, Frankenstein, c'est le Prométhée moderne. Pour autant, même si je respecte à fond l'œuvre de Mary Shelley, j'avoue ne pas avoir tellement accroché au bouquin. J'ai vraiment eu du mal avec la figure de style, à savoir, c'est pas un roman linéaire qui explique une histoire, qui vous emmène d'un point A à un point B. On n'est pas du tout dans le style de Dracula, par exemple, de Bram Stoker. On est dans autre chose. En fait, le bouquin Frankenstein, c'est juste un regroupement d'écrits. Le protagoniste principal, Robert Walton, adresse à ses sœurs des lettres où il évoque l'étrange spectacle dont il vient d'être le témoin depuis son bateau, la découverte sur un iceberg d'un homme en perdition sur son traîneau. L'homme en question, c'est Victor Frankenstein qui raconte qu'il est venu s'aventurer ici pour rattraper quelqu'un, à savoir la créature qu'il vient de créer. Et j'avoue que j'ai pas été spécialement réceptif à ce style d'écriture. Pour autant, je considère que le bouquin reste largement supérieur aux adaptations qu'on aura eues de Frankenstein. La seule adaptation à peu près correcte qu'on a eue de Frankenstein, ça remonte au début des années 90 avec Robert De Niro, mais le gros des adaptations qu'on aura eues de Frankenstein sont plutôt moyennes, voire complètement nazes. On a eu une version modernisée avec Aaron Eckhart, on a eu le Frankenstein du film Van Helsing, qui ma foi est plutôt intéressant dans son traitement, mais généralement les cinéphiles, quand ils pensent à Frankenstein, ils pensent à la version des années 30. Et pour moi c'est dommage parce que Frankenstein mérite quand même une réhabilitation particulière, parce qu'il faut rappeler que le roman d'origine de Mary Shelley était une précurseur dans son genre, c'est un peu Mary Shelley qui a amorcé le truc avec ses monstres modernes et romantiques. J'estime que ce concept de scientifique qui rassemble des morceaux de corps humain pour créer une sorte d'homme supérieur, d'homme nouveau, je trouve ce concept génial, qui est adaptable, transférable à toutes les époques. C'est pour moi un roman intemporel, même si je le dis encore une fois, j'ai pas tellement accroché au livre, même si je reconnais qu'il est largement supérieur à toutes les adaptations qu'on a eues jusqu'ici. En tout cas, à l'heure actuelle, on n'a pas eu, j'estime, une adaptation vraiment moderne, vraiment à la hauteur, j'estime, du roman de Mary Shelley. J'espère que dans le futur, on aura droit à une adaptation de dingue. Je verrais bien, par exemple, Robert Edger produire son adaptation de Frankenstein. Je pense qu'on aurait droit ici à un truc de dingue. En numéro 7, La Nuit des Morts Vivants. Alors, La Nuit des Morts Vivants en roman était adapté cette fois du film, hein, c'est pas le bouquin qui a donné le film, c'est l'inverse pour cette fois, sauf que j'ai passé un meilleur moment à lire La Nuit des Morts Vivants qu'à regarder le film en lui-même, parce que le film a vieilli, même si c'est un grand classique de l'horreur, je sais très bien les gars, vous inquiétez pas, moi aussi j'adore et je respecte La Nuit des Morts Vivants, mais le bouquin mérite le coup d'œil, parce que je trouve qu'il y avait une dimension très dark, très gore, mon imaginaire fonctionne très bien concernant les romans d'horreur, et je trouve que justement les romans d'horreur, on en manque pas mal, du moins des romans d'horreur de qualité, et rien que pour ça, je voulais vous en parler. N'hésitez pas à checker le roman La Nuit des Morts Vivants, enfin son adaptation en nouvelle, car j'estime qu'elle surclasse largement le film, du point de vue de l'imaginaire, du point de vue de l'angoisse, du point de vue de la peur. Je trouve que le bouquin a été très loin par pas mal d'aspects, et je l'ai lu une fois en 2010 et dernièrement en 2020, et j'avoue que j'ai davantage kiffé le roman que le film, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler.
En numéro 6, Le Parfum. Alors, le film Le Parfum est génial, je l'ai trouvé fantastique, on a une esthétique ici qui est juste parfaite. Le film est sorti en 2006 ou 2007, et ben pourtant, au niveau de l'esthétique, de la mise en scène, de la photographie, ça n'a pas pris une ride, le film est toujours aussi propre, toujours aussi beau, la façon dont sont filmés les visages, les paysages, enfin du moins la reconstitution de la France de l'époque. D'ailleurs, pour le coup, sans politiquement correct, hein, parce qu'à chaque fois qu'on vous montre, très généralement, des films historiques, on montre généralement une espèce de version romancée de l'époque. Alors que là, non, on montre bien la saleté, la crasse, les gens qui sont dégueulasses, où il y a les détritus qui traînent partout dans la rue. Là, ça prend pas de gants dans le film, et c'est ça que j'aimais bien. Et j'avoue que j'ai été autant porté par le roman, qui a une certaine ambiance, qui a une certaine aura, même s'il y a quelques libertés par rapport au film. Par exemple, enfin du moins, le film a pris quelques libertés par rapport au roman. Par exemple, le personnage de Grenouille du film est beau gosse, alors que dans le roman, c'est un mec qui est hideux, infect, dégueulasse, et qui s'en sort pour le coup via ses mêmes skills, à savoir c'est un type qui est super bon en termes comment ça s'appelle, en capacité olfactive, il est super fort là-dedans, il crée des parfums, et honnêtement, je me suis laissé porter par l'ambiance, il y a quelque chose de très romantique, quelque chose de très dur, quelque chose de très, de très baroque, comme le film, vous allez me dire, mais j'estime que même si le film est bon, même s'il vaut le coup d'œil, même si je l'ai adoré, j'ai davantage été porté par l'ambiance et par l'aura de ce roman. En numéro 5, Je suis une légende. Alors, Je suis une légende, c'est un peu particulier, du moins le film, j'ai adoré le film, jusqu'à l'arrivée des vampires, que j'ai trouvé complètement naze, à savoir des espèces de Gollum en images de synthèse vraiment mal fait. Enfin, je trouve qu'ils ont très mal vieilli, même à l'époque, je trouvais ça moyen. J'ai rien contre la performance de Will Smith, j'ai trouvé très bon honnêtement, mais j'avoue que j'ai préféré le bouquin. Le bouquin d'ailleurs est radicalement différent du livre, à savoir l'histoire dans le bouquin ne se déroule pas à New York mais à Los Angeles. Le personnage qui incarne Robert Neville ou Deville, je sais plus, enfin bref, le héros de Je suis une légende, dans la version de 2007 c'est Will Smith, dans la version du roman c'est un type qui ressemble trait pour trait à Daniel Craig. Alors je sais qu'il y a eu des adaptations de Je suis une légende dans les années 50, 60 il me semble, enfin il y a eu 2 adaptations plutôt connues pour ceux qui avaient l'habitude des films de genre de l'époque, mais bon, moi je me réfère uniquement à ce que je connais, à savoir Je suis une légende de 2007 et le bouquin, et j'avoue que j'ai passé un meilleur moment devant ce bouquin qui est quand même plus dur, qui est très réaliste, très immersif, parce que mine de rien, il y a moins de politiquement correct, je trouve, dans le bouquin, parce que dans le film, il y a quand même une certaine forme de grand spectacle, au niveau du gore, c'est très, on sent bien que c'est un film pour grand public, c'est pas pour autant un film pour gosses, il y a quand même des scènes qui m'ont fait sursauter, hein, dans Je suis une légende, il y a des scènes qui marquent bien le coup, mais concernant le bouquin, j'estime que c'est encore un autre niveau, je me rappellerai toujours du passage où le héros, en gros, c'est des vampires hein, qui l'affrontent, hein. Les vampires, ils parlent, ils peuvent communiquer, le côté scientifique du film est presque effacé dans le roman, parce que là on a affaire à des vampires à l'ancienne, à savoir que vous tuez avec des pieux dans le cœur, avec du soleil, avec de l'ail également, vous les repoussez avec des croix. Bref, on est loin de ce qu'on voyait dans Je suis une légende 2007. Attention, hein, j'adore le bouquin, mais c'est pas pour autant que le film est à foutre aux chiottes. Hein. Le film est très bon. Le seul truc pour moi que je trouve mauvais, c'est justement ces vampires que je trouve ridicules et le final que j'ai trouvé naze, aussi bien dans la Director's Cut que dans la version de base. Mais pour revenir au roman, il y a des passages qui sont vraiment géniaux, comme par exemple le moment où le héros il est seul dans sa maison, alors lui il part en raid toute la journée pour aller dégommer des vampires, puis à un moment il y a ce passage où il explique qu'il croise une femme vampire qui est plutôt sexy, puis il se demande s'il voudrait pas faire son affaire avec elle, enfin il se pose la question, il finit par la buter je crois, mais on est dans la psychologie du personnage, on est vraiment dedans, contrairement à la version de 2007 où pour le coup on est dedans mais il n'y a pas, vous savez, de voix off, il n'y a pas de moment où le héros il parle à lui-même ou des trucs comme ça. Mais le truc que j'adore dans ce bouquin, c'est que comme dans le film, où les vampires sortent la nuit, ils traînent autour de la baraque de Neville, ils traînent partout à la recherche de proies, et dans le bouquin c'est à peu près la même chose, sauf que les vampires sont conscients que leur tueur se trouve dans la maison où il habite. Et tous les soirs, ils se réunissent pour gueuler devant chez lui, ils se rapprochent, ils le provoquent, ils gueulent, tout ça, et Neville, pour se protéger, enfin le héros, il met de l'ail, des croix partout pour les repousser, et il y a ce passage juste génial qui est quand même mature, hein, parce qu'à la fois on a affaire à un roman de vampire classique, vous savez, le vampire à l'ancienne, où on les bute avec des pieux, des trucs comme ça. À un moment, il explique, le héros, il a deux doigts de craquer, se foutre une balle, sortir, faire des dingueries, et il y a ce passage où il explique qu'en gros, il jette un œil, enfin il regarde dans l'œilleton pour voir comment se comportent les vampires dehors, et il y a des femelles vampires qui montrent leur partie pour le pousser à sortir, pour justement qu'il se fasse avoir. Et ça, j'ai trouvé ça génial de montrer, de parler de cette réalité sexuelle. En tout cas, bref, je rentre pas dans les détails, mais je vous conseille de lire le bouquin, qui est très intéressant, qui est très cool, c'est un bon divertissement. Le final n'est pas du tout le même que dans le film d'origine, il y a des tas de choses à dire, mais je vous invite vraiment à le découvrir. Encore une fois, j'aime bien la nouvelle version, j'ai trouvé Will Smith très bon dans ce qu'il faisait, mais j'avoue que mon cœur balance davantage pour le roman.
En numéro 4, American Psycho. Alors c'est vraiment pas compliqué, je trouve, de faire mieux que le film, parce que j'ai trouvé le film plutôt pauvre, plutôt naze. Alors pour ceux qui découvrent la chaîne, j'ai déjà fait 2 grosses vidéos sur American Psycho, 2 grosses rétrospectives, c'est mes premières vidéos. Une rétrospective complète sur le film et une autre sur le bouquin, j'estime avoir tout dit, mais pour vous donner mon avis concernant le roman, j'ai préféré largement le roman car il est beaucoup plus trash, beaucoup plus violent, beaucoup plus énervé. Pour autant, c'est pas, j'estime, un chef-d'œuvre, car ce roman a davantage été conçu pour provoquer. Il faut savoir que Bret Easton Ellis, quand il a écrit ce bouquin, c'était un auteur qui était un petit peu en perte de vitesse. Son premier roman avait cartonné, son deuxième avait été un bide, et je pense que le mec s'est dit, bon, attends, faut que je buzz, faut que je fasse un truc, faut que je fasse une dinguerie pour sortir du lot, ça passe sous sa casse, mais je vais écrire ce bouquin. Et ce bouquin, c'était le plus violent qu'on avait jamais lu à l'époque. À tel point que, par exemple, dans certains coins en Australie, le bouquin est vendu sous film plastique, tellement il y a des passages qui sont hardcore. Alors il faut attendre au moins la moitié du bouquin pour tomber sur des passages vraiment vénères, mais croyez-moi, quand vous tombez dessus, vous allez vite être calmé, hein. Ça va très loin. Alors âme sensible, s'abstenir. On est très très loin du film, qui est très édulcoré, très aseptisé, plus branché sur le psychologique et sur le suggéré, mais à tel point que ça en devient ridicule. Le seul truc que je retiens du film, c'est la performance exceptionnelle de Christian Bale et la bande-son qui est très 80s, mais alors le reste... En bref, je vous recommande le roman si vous n'avez pas froid aux yeux, si vous n'avez pas peur du gore, si vous n'avez pas peur du trash, de la violence vraiment sans limite, no limite. Franchement, je préviens, si vous êtes sensible, faites gaffe, hein, parce que quand vous allez lire, vous allez avoir l'image en tête et ça risque de rester. Hein. Même s'il y a beaucoup de name dropping, même si ça met du temps à démarrer, il y a quand même des passages qui sont vraiment fun. Patrick Bateman est vraiment drôle par certains aspects. Il est drôle dans sa méchanceté, dans son vice, dans son côté démoniaque. Il a réussi à me faire marrer par certains moments. Enfin, il y a certains moments dont je me rappelle qui sont vraiment très drôles, comme par exemple le moment au zoo où il explique qu'il va se balader donc dans le zoo de New York et qu'il passe devant un enclos, je crois, de lamantins. Je crois que c'est des lamantins. Et il y a une feuille qui indique ne jetez surtout pas de pièces dans la flotte parce que les petits lamentins ils avalent les pièces et puis ils peuvent tomber malades, on est obligé de les opérer, ils peuvent mourir, donc évitez de faire ça. Et Patrick Bateman répond direct, enfin il dit dans sa tête, moi naturellement qu'est-ce que je fais? Je mets ma main dans ma poche, je prends plein de petites pièces et je balance ça dans la flotte. Et le bouquin, c'est que des trucs comme ça, donc honnêtement, par rapport au film, il est beaucoup plus fun. Enfin, fun dans son horreur. On a vraiment affaire à un personnage, c'est le diable en personne, c'est vraiment une crevure intégrale, le Patrick Bateman, bien plus que la version du film qui, pour moi, je trouve un peu trop édulcorée. En numéro 3, alors là, c'est vraiment pas compliqué de faire mieux, mais l'adaptation de The Meg 1 et 2, enfin surtout de The Meg 1, c'est Mégalodon, ou The Meg, un roman de Steve Alten. J'ai découvert le roman avant d'aller voir En eau très trouble, et j'avoue que ça a été une grosse claque. Le bouquin est fantastique, il est flippant, il est réussi, il est génial. Si vous aimez les romans animaliers, justement avec des requins, avec des trucs qui foutent la trouille, tout ça, je vous conseille impérativement la saga Mégalodon, parce qu'il n'y a pas qu'un seul roman, il y en a plusieurs. Je sais que les autres n'ont pas été traduits en français pour l'instant, malheureusement, mais en tout cas, on tient ici une excellente saga. Une saga qui a été copieusement violée par 2 films sortis successivement en 2018 et 2023, 2 films juste catastrophiques, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, mais le roman, il est surclasse largement, il est tout aussi spectaculaire, tout aussi intéressant, tout aussi captivant. Le héros, le personnage principal, est très attachant, contrairement au personnage de Jason Statham. Bon, vous allez me dire, c'est pas compliqué de faire plus attachant que Jason, mais en tout cas, le roman, je vous le conseille d'urgence, si vous aimez les animaux, si vous aimez les requins, si vous aimez frissonner, si vous aimez un petit peu le monde aquatique, les abysses, tout ça. Ne vous posez pas de questions, lisez cette merveille. En numéro 2, La Route de Cormac McCarthy, le roman qui a été adapté au cinéma en 2009, un film juste traumatisant qui m'a filé des cauchemars. C'est pour moi un des films les plus angoissants à voir dans la vie d'un homme, parce que c'est pour moi l'absence totale d'espoir. Ce film incarne l'absence absolue d'espoir, qu'importe la fin, le message qui est lancé, c'est juste déprimant à en crever, à savoir une humanité qui est vouée à mourir, une humanité mais également toute forme de vie sur Terre, car en gros la catastrophe qui est mise en branle dans le film, on peut imaginer que c'est ou une explosion nucléaire, ou alors un accident industriel qui fait que la planète est foutue, parce qu'en gros il y a une espèce de poussière qui masque le soleil, définitivement, et le truc c'est sans photosynthèse, les plantes elles crèvent, si les plantes elles crèvent, les animaux ils crèvent, et naturellement nous on crève. Et le truc c'est que ça fait 10 ans que l'humanité avance comme elle peut, il n'y a plus que des cannibales, plus que des sauvages, plus que des gens qui survivent chacun dans leur coin, c'est juste terrible. Le film est vraiment hardcore, mais je vous invite quand même à le regarder, mais soyez pas trop en bad quand vous voudrez le mater. Et le roman en question, je trouve bien meilleur, encore meilleur que le film. Enfin, pour le coup, je préfère le bouquin parce que c'est assez particulier. Si le film est déprimant, le bouquin l'est tout autant, mais encore dans un autre style. Je me rappelle avoir été choqué, par exemple, par certaines scènes du roman, comme ce moment où le héros et son fils, ils entendent du bruit sur la route, ils se planquent dans un fourré, et ils voient une espèce de grosse charrette qui sont tractées par des femmes, qui sont tous dans des tenues, vous savez, parce que
il n'y a plus de production, il n'y a plus rien, les fringues, c'est des lambeaux, il n'y a plus rien à bouffer, on vit juste de cannibalisme et de quelques réserves qui subsistent. J'imagine que les gens, ils doivent bouffer quoi? Des champignons, des trucs comme ça, enfin c'est tout ce qui reste, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus de végétaux, c'est vraiment terrible hein, comme univers, hein. Je crois qu'il n'y a rien de pire. Et non, je me souviens vraiment de cette scène, hein. C'est vraiment marqué, c'est vraiment imprégné dans ma tête. J'imagine bien ce moment de désespoir où l'humanité est renvoyée vraiment à l'âge de pierre, vraiment à un âge féodal, où l'humain n'est vu plus que comme une ressource, un moyen de bouffer, de marchander, de se déplacer. C'est vraiment hardcore et le bouquin m'a fait un sacré effet, quoi, m'a bien calmé. Et puis le film en a rajouté une couche, le film m'a achevé, j'ai bien l'impression. Mais le bouquin mérite le coup d'œil, il mérite vraiment d'être lu parce que c'est un roman qui est mine de rien assez, non pas minimaliste, comme par exemple le style de comment s'appelle celui qui a écrit Fight Club, Chuck Palahniuk, qui est un auteur qui est très minimaliste dans son style. En bref, si vous trouvez la vie dure, je vous invite à regarder La Route, je vous garantis que vous allez relativiser après ça. Et enfin en number one, alors là je vais vous choquer, mais c'est un roman que je trouve bien meilleur que le film, et j'adore le film, attention, c'est Jurassic Park de Michael Crichton. Et oui, Jurassic Park s'est adapté d'un roman, vous saviez pas? Bah maintenant vous le savez. Et le roman, croyez-moi, est bien plus violent que le film. Je vais pas spoiler, mais la plupart des personnages que vous voyez dans le film, des personnages que vous appréciez, dans le bouquin, ils crèvent. Et pas de façon vraiment tranquille, hein, loin de là. Si vous avez aimé Jurassic Park le film, vous adorerez Jurassic Park le roman d'origine, car là on a affaire à un roman vraiment mature. Jurassic Park, il y a des scènes juste inoubliables, ça nous a marqué, notre mindset de gamin a été bouleversé à jamais par ce film, on l'a tous adoré, je l'adore toujours autant, et je pourrais vous réciter des passages entiers du film qui m'ont marqué, juste l'intro mémorable où le raptor est dans sa cage là, et tous les mecs essayent de le faire rentrer, puis qu'il y a l'accident avec Muldoon qui retient le pauvre ouvrier qui est en train de se faire bouffer. Bloquez l'ouverture! Ne la laissez pas sortir! Faites-la reculer! C'est une scène qui pour moi est juste parfaite. L'arrivée du T-Rex sans musique, sans rien, avec le bruit juste des câbles et des barrières qui font du bruit là. C'était juste fantastique. À l'époque, on n'avait pas encore vu vraiment des dinosaures dans des films, à part dans des dessins animés, ou des trucs vraiment éclatés, dans des films, c'est-à-dire des années, je sais pas, 60, 70. Donc à savoir des dinosaures, vous savez, construits en pâte à modeler ou en figurines. Il n'y avait rien de vraiment réaliste. Les premiers films vraiment réalistes avec les dinosaures qui sont apparus, c'est les Jurassic Park, justement. Et quand je dis réaliste, je sais qu'il faut prendre ça avec des pincettes, hein. Mais pour revenir donc à Jurassic Park, le roman, il fallait avoir une grosse imagination pour imaginer ce qu'était un dinosaure, justement. Et Michael Crichton, d'ailleurs, paix à son âme, un des plus grands auteurs qu'on ait eu, au sens propre et figuré, parce que le bonhomme faisait plus de 2 mètres. Hein. Le gars, c'était un génie, il avait je sais plus quelle licence, enfin c'était une grosse tête, et en même temps, c'était un auteur prolifique qui a produit énormément de bouquins, et des bouquins de grande qualité. Il adorait mixer justement zoologie, scientifique, médicale, enfin... J'adorais son style, vraiment, Crichton c'est peut-être un de mes auteurs préférés, et dans Jurassic Park, même s'il est assez avare en termes de description concernant les dinosaures, on a justement à la place à de l'imagination pour fantasmer, cauchemarder ces créatures. Et là, dans ce Jurassic Park, les dinosaures sont tout sauf sympas, tout sauf féeriques, tout sauf gentils, c'est vraiment ils sont montrés comme des animaux sauvages qui sont sans pitié, vous allez me dire que c'est pareil dans le film, mais c'est encore un traitement différent, enfin bref. J'arrête avec ça, mais quoi qu'il en soit, si vous avez adoré Jurassic Park, lisez le livre d'origine, c'est pour moi un des grands classiques de son époque, des grands classiques de la science-fiction, science-fiction, animal, action, aventure, grand chef-d'œuvre que je vous recommande, et je trouve justement que le film est un peu trop mis en avant par rapport au roman, donc pour moi c'était une bonne occasion de vous rappeler que non seulement Jurassic Park est un roman, mais est en plus un excellent roman. Voilà, c'est bon les amis, je m'arrête là, j'espère que ce top 10 vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, quelles sont vos adaptations de romans que vous préférez en termes de films. Moi par exemple, là tout de suite, si j'y pense, l'adaptation de roman que je préfère, je crois que c'est les Sherlock Holmes de Guy Ritchie. Pour moi, trop sous-coté, j'adore ces films, voilà, c'est dit. Mais vous, n'hésitez pas à donner votre avis, quels sont les romans que vous préférez, enfin les romans par rapport aux films adaptés, enfin comme je viens de faire dans cette vidéo, n'hésitez pas à donner votre avis. Dites-moi également quelles sont vos adaptations de cinéma préférées en termes de romans, adaptations de romans. Lâchez-vous dans les commentaires, faites-vous plaisir, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à checker mes autres vidéos, à vous abonner si vous kiffez le style. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, ciao.